Vendredi le 14, bienvenue en prenant votre café. La nature a peur du vide. Toujours, elle le comble. Je vais vous parler des demandeurs d'asile. On va parler de la mairesse de Belleuil qui réussit à battre Valérie Plante dans la stupidité. Il faut le faire. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois, hein? Il va en avoir une d'impact, là. Elle n'acceptera pas d'être derrière comme les autres. Hein, elle va vouloir être devant. Rouba Gazal. Les frères Bronfman, qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres, la famille Bronfman, en 1935? Je pense que vous le savez un peu. Tesla, est-ce que ça vaut 2600$ l'action? Bien, c'est ce que pense Cathy Wood. Je vais vous dire pourquoi. Dolorama au Mexique, là, ça dégringole. Temps supplémentaire chez Airbus, ils doivent sortir des avions. Le syndicat dit non. Mangez-vous de la gomme. Mangez-vous de la gomme. Et finalement, le logo de la NBA, il y a quelqu'un qui est dessus. Savez-vous c'est qui? Bien, je vais vous parler de tout ça. Parler de tout ça. On passe ça tout de suite. Une des choses que les gens devraient faire dans leur vie, mettons Gabriel Nadeau-Dubois, il aurait dû aller travailler un petit peu, il sortirait de son idéalisme. Mais je pense que tout le monde, avant de prendre des décisions bizarres, devrait toujours aller élever des moutons. Oui, l'élevage de moutons devrait être un prérequis avant de devenir un politicien. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour être un politicien. Pourquoi? Parce que les moutons sont les champions de trouver les trous dans les clôtures. Hein? T'as beau boucher un trou, s'il y a un autre trou ailleurs, ils vont aller le trouver. Je vous le garantis, c'est spectaculaire, les moutons, pour ça. Et regardez ce qui se passe avec les demandes d'asile. À chaque fois qu'on essaie de boucher un trou, il y en a un autre qui apparaît. Les demandes d'asile, on dit OK, parfait, on va les limiter, hein, moins d'immigrants. Fait que là, les gens disent on va y aller en visiteur. Tiens. Fait que les demandes de visiteurs qui deviennent des demandeurs d'asile, c'est passé de 2000 à 10 000 en le temps de le dire. Donc, il dit OK, parfait, tu ne veux pas m'avoir, je ne peux pas faire une demande d'asile en partant. Je vais devenir des visiteurs, puis rendu chez vous, je vais faire une demande d'asile. C'est fait. Hein? C'est ça. Hein? Combler un vide, c'est toujours compliqué de penser à une vision fermée par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, aller élever des moutons, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est ça. Tu commences par élever des moutons, là, tu comprends. Écoute, j'ai passé ma jeunesse, sincèrement, à boucher des trous et être tanné. Donc, voilà. Et la crise des médias, Joseph Facal, dans le Journal de Montréal, n'a pas peur de dire les vraies affaires. Hein? Et voici un chroniqueur qui n'a pas peur de perdre sa job, qui dit les vraies affaires. Parce que la crise des médias dans les journaux est inventée par les journalistes qui écrivent des textes pour d'autres journalistes. Hein? Ça, c'est comme quand tu étudies en sociologie. Tu étudies en sociologie pour travailler éventuellement comme professeur qui va enseigner à des futurs élèves en sociologie, qui eux aussi vont devenir professeurs pour devenir des futurs élèves. C'est des jobs qui se créent. Mais c'est vrai que les journalistes, des fois, ils écrivent des affaires pour eux autres, hein? Pour leur gang, mais pas pour le commun des mortels. Et c'est ce qu'il dit Joseph Facal. Les sujets choisis sont plus pour satisfaire un angle éditorial et ou pour répondre à un autre journaliste d'un autre journal. C'est ça pareil. C'est quoi les vraies nouvelles vraiment qui intéressent les gens? Hein? On va parler aux gens. Ils ne sont pas intéressés à parler aux gens. Donc, pourquoi les gens lisent moins les journaux? C'est que tout simplement, ils sont moins intéressants. Lire les journaux pour lire des pubs de char, tu n'achètes pas un journal pour ça. Une pub, c'est supposé être gratuite. Donc, c'est ça le Journal de Montréal aujourd'hui. Il n'y a presque plus de nouvelles. Faites le tour, là. Il n'y a pas grand nouvelles dans le Journal de Montréal. Pas grand-chose qui intéresse vraiment les gens. Peut-être un peu, mais pas tant que ça. Donc, la crise du média, si on les lit moins, les journaux, c'est parce qu'ils sont devenus plates. Pour réussir à faire le show que je fais là, en ce moment, je me tape une bonne vingtaine de journaux à travers le monde pour trouver justement des sujets qui vont vous intéresser. Pas des sujets de la masse ou des sujets qui ne vous intéressent pas pantoute. Et les journaux sont pleins de sujets. Ils disent « il faut que j'en parle parce que le monde en parle, mais ça n'intéresse pas personne ».
Donc, c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Mais j'ai besoin des journaux. Je le dis, moi, j'en ai besoin. Sinon, je vais trouver des nouvelles ailleurs, là. Mais c'est encore plus facile de lire les journaux que de demander à ChatGPT. Fais-moi un résumé de tout ce qui se passe ailleurs. J'ai déjà essayé, mais il n'est pas encore rendu là. Une étude pan-canadienne a demandé aux gens, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Êtes-vous vraiment contre le pétrole? Parce qu'on nous dit qu'on doit être contre le pétrole au point de vue environnemental. Bien, sur 10, 5,5 % des gens disent qu'ils ne sont pas contre le pétrole et 5,4 % des gens disent qu'ils sont pour l'environnement. On est tous pour l'environnement. À quel prix? Et comment qu'on fait pour se départir d'une technologie comme le pétrole qu'on utilise depuis des centaines d'années? Bien, pas des centaines d'années, mais mettons 150 ans. Donc, avec tout ce que ça comporte, bien entendu. Donc, on essaie de nous faire avaler que les militants, qu'on est capable de tout faire ça en dedans de 10 ans, ce qu'une industrie a pris des centaines d'années. Fait que pour le commun, pour les politiciens, il faut tout mettre la hache dans le pétrole. Pour les Canadiens, oui, mais pas à n'importe quel prix. On va y aller de façon graduelle. Et il reste que le Canada est responsable que pour le Québec, là, 0,17 % des gaz à effet de serre. Fait que les gens, à un moment donné, ne sont pas cons, là. Ils veulent faire leur part, mais à un moment donné, si on faisait disparaître le Québec aujourd'hui, tout le temps, là, on n'est plus là, plus rien. On laisse la nature comme ça n'était jamais passé. On va réduire de 0,17 % les gaz à effet de serre. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je ne suis pas climato-sceptique. Je suis juste logique. On peut le voir avec les ventes d'auto électriques dans le monde, sont en déclin en ce moment. Alors qu'on est supposé avoir à peu près partout dans le monde plus d'autos à gaz vendus en 2035. On continue les pubs. Donc, on nous prend pour des cons parce qu'on continue à faire des pubs sur les autos à gaz. On nous dit qu'en 2035, on doit avoir que des autos électriques. Ça coûte cher, l'infrastructure n'est pas là. Donc, les gens ne sont pas imbéciles et ils disent « Moi, je n'embarque pas dans ton trip de militant. » C'est ça. Quand on n'explique pas les choses, puis on ne dit pas, regarde, voici, on va y aller en 2050, 2060, et voici le chemin. Donc, on nous pousse dans la gorge et on nous demande paye pour ça en ce moment. Il n'y a personne qui embarque. Personne qui embarque. L'intelligence artificielle, est-ce que ça vous fait peur? Moi, ça ne me fait pas peur, ça me challenge, ça me stimule. Est-ce que j'ai peur que l'intelligence artificielle domine la planète un jour? Bien, on peut le voir, il y a des robots quand même qui commencent à être de plus en plus intelligents. Et ça va être intéressant à voir dans 10, 15, 20 ans, ces robots-là, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils peuvent mettre fin au monde? Peut-être, mais là, c'est des scénarios de science-fiction, là. Revenons à la base, à quoi sert l'intelligence artificielle pour les entreprises? C'est d'analyser des datas. Que ce soit pour les analystes financiers qui veulent choisir des bons titres, bien, de plus en plus, les robots, les algorithmes qu'on développe, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on met alentour. Moi, je m'en sers énormément pour écrire du code. Écrire du code, pourquoi? Pour voir une prévision de mes commandes, de mes produits à sortir. Il n'y a rien de standard parce que je peux venir tout bousiller ça, dans le bon sens, en faisant une pub sur le café infusé à froid. Là, l'été s'en vient, il n'a pas fait beau dernièrement, on en a vendu, mais dès qu'il fait beau, j'ai beau avoir la prévision que je veux, je n'ai pas encore rentré dans mon algorithme de dire « prends en conséquence la température ». Ça va venir. L'intelligence artificielle me permet de faire ça, de dire « base-toi sur les 7 prochaines journées. Est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir? Comment je pourrais prévoir mes ventes? » Ça m'aide à planifier. Pourquoi planifier? Bien, pour planifier en temps réel le plus possible, pour avoir le moins de produits préparés longtemps d'avance parce que ça coûte cher l'inventaire, mais les avoir à temps pour être capable de vous livrer en 24 heures. C'est ça, notre challenge à nous. Chaque entreprise a son challenge. Mais c'est devenu tellement important dans les entreprises, le virage à l'intelligence artificielle, qu'avant, le Chief Information Officer, mettons le Eric Kerr, mais plus compétent des entreprises, se rapportait au CFO. C'est une job importante, mais pas assez importante. Le CFO, le Chief Financial Officer, est la personne, la deuxième plus importante, sinon la plus importante après le PDG. C'est lui qui contrôle les finances. Mais là, maintenant, il ne se rapporte plus dans une proportion de 58 % dans les grandes entreprises. Il se rapporte maintenant à qui? Au PDG, au CFO, au CEO.
Pourquoi? Parce que le virage technologique nous permet d'économiser tellement. C'est rendu tellement un outil de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour les grandes entreprises. Je vais vous montrer Oracle tantôt, puis un paquet d'autres entreprises qui l'intègrent et l'économie de coûts. Si je suis encore en affaires aujourd'hui, j'aurais trouvé des solutions, mais ça me coûtait tellement cher la façon qu'on fonctionnait avant. Si j'avais découvert l'intelligence artificielle pendant la pandémie, j'aurais pu faire des choses encore plus avancées, mais elle avance de plus en plus aussi. Et ça me permet, regardez, hier, j'ai bossé un outil backup pour mon site. Je voulais en acheter un. J'ai dit, écoute, j'ai déjà fait des outils dernièrement pour optimiser des choses sur mon site. Entre autres, je suis en train de travailler sur une nouvelle carte qu'on paye. Hein? On paye pour avoir une carte de nos points de vente, puis c'est pas efficace. Donc, je l'ai refait au complet. On est en train de la peaufiner pour la mettre en production. Mais je me suis dit, non, je peux-tu faire mon propre backup? Ben oui. Donc, j'ai fait mon propre backup. 1 minute de code. Je l'ai testé, ça fonctionne. Là, maintenant, on va le mettre. On va s'assurer que je sois capable de récupérer. Mais tout ça, c'est des pinottes maintenant. Donc, c'est important, le virage de l'intelligence artificielle, au point de vue rentabilité, au point de vue élément différenciateur. Ne pas l'utiliser, c'est comme si une compagnie en 1990 il aurait dit, moi, je ne veux pas avoir d'ordinateur sur mes bureaux, on va travailler à la main. Ça n'existerait plus, cette entreprise-là, aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Il faut maintenant, les outils sont là, il faut les utiliser. Donc, tellement que maintenant, ça se rapporte au PDG. Eh bien, écoute, il y a une autre épaisse en ville. Non, il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Il y a le maire, non, Colin Blanc. Comment il s'appelle le maire de Québec? Maire de Québec. Il faudrait que j'aille à Québec plus souvent. Bruno Marchand. On a Bruno Marchand qui est de gauche, hein, toujours avec ses espadrilles. Tu sais, à un moment donné, assume-toi. Mets-toi en jogging, mais les espadrilles puis en habit, t'allais avec clown. Bon, c'est dit. Alors, on a Valérie Plante pour l'ensemble de son œuvre à Montréal. Hein? Des militants. C'est toujours dangereux, les militants. Mais là, on a une épaisse en chef, là. Dans la catégorie, là, assez flyée. Belleuil. Je ne sais pas c'est qui la mairesse de Belleuil. On va aller voir. Tout se sait. Je ne sais même pas si c'est Belleuil. Elle ressemble à quoi, elle? C'est qui, elle? Bon, c'est elle. C'est elle. Bon, je vous la présente. Cette dame-là, elle a un terrain de basket payé par la ville sur son terrain. Et des gens qui se sont plaints que ça faisait du bruit. Ben oui, hein, un ballon, ça fait du bruit. Et donc, ils ont enlevé les choses de basket, ils ont enlevé les baskets, ils ont tout enlevé, ils ont fermé le terrain. Il y a une pétition de 26 noms qui ont signé. Qui est une des signataires? Notre chère mairesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la chaîne débarque? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que la chaîne débarque, qu'on mette des gens comme ça au pouvoir? On est-tu si écœurés du pouvoir qu'à peu près n'importe qui se présente, on ferme les yeux et on ne va pas voter ou on les laisse faire? J'en fais partie. La chaîne a débarqué, là. On est rendu là. Ben, coudonc, Québec, tabarnouche, tiens, dernière heure. Québec va l'avoir, son tramway. Pas de problème, 15 milliards, 7 milliards au début, mais ça va finir en 15 milliards. Pas pour le pont supplémentaire. Ça va juste finir à 25-30 milliards. Tu sais, à force de demander, puis d'écœurer, puis demander, François Legault s'est fait avoir avec CPDQ Infra. Il voulait un troisième lien. Il a dit, pas moi qui va prendre la décision. C'est CPDQ Infra. CPDQ Infra, il dit, bien, on n'a pas besoin. Sur papier, il n'y a pas besoin de troisième lien. Sur la prévision, qu'est-ce qui arrive si le pont Pierre-Laporte? Hein? Si on va améliorer entre les deux rives, il y en a besoin d'un. Sur papier, il faut reconnaître le travail de la CPDQ, CDPQ, il n'y en a pas besoin. Donc, ça ne fait pas le bonheur de personne, c'est pas ça qu'ils voulaient comme conclusion. Mais ça, c'est le danger quand tu demandes à une équipe qui est supposée être compétente de te donner un rapport. Le rapport revient, par contre, on a besoin d'un tramway. Hey, qu'est-ce que vous pensez que Valérie Plante capote en ce moment? Bruno Marchand va avoir son tramway avant Montréal. Elle a demandé 200 milliards ici à Montréal.
Donc là, le tramway, on n'a jamais testé ça encore au Québec depuis les années 1900. Là. Et là, maintenant, on veut des tramways partout. Est-ce que c'est vraiment ça la solution ou c'est les autobus sans chauffeur? Mettre des fils partout. C'est-tu vraiment ça en 2000? Autobus electric without a driver. J'en ai-tu ici? Bon. Est-ce que c'est ça plutôt la solution pour les 15-20 prochaines années, ces petits autobus-là, qui roulent seuls? Regardez comment c'est cute. Self-driving electric bus, Swiss Town into the future. Il est où la vision de mettre des rails? Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Je ne le sais pas. On se tire dans le pied. Je ne dis pas que le tramway est dépassé, loin de là. Mais les gros autobus, c'est pas ça la solution. Le tramway, c'est parce que ça coûte cher. C'est des fils partout, c'est des rails. Ça peut bien coûter 7 milliards. Combien ça coûterait avoir un paquet de petits autobus comme ça? Pas tout de suite, on prépare parce qu'il faudrait l'aménager, avoir des routes qui permettent que ça soit efficace. Mais c'est ça le futur. Le tramway n'est pas le futur pour moi. C'est une technologie du passé qu'on essaie d'adapter au goût du jour. C'est pas ça. Je pense qu'on se tire dans le pied, de toute façon. Ça prend ces petits autobus-là électriques. Puis d'en avoir plusieurs, que ça passe aux minutes. On rend ça gratuit. C'est ça, le futur pour moi du transport en commun. Pas de revenir en arrière. Puis moi, je pense qu'on a besoin d'un troisième lien. Il faut arrêter d'en parler. C'est complètement ridicule. On va le faire, on le fera pas. Fais pas mon affaire, donc on va le faire pareil. Bien, si tu veux le faire pareil, dépense pas des millions pour avoir des études. Fais-le. Tu as le droit. C'est toi le boss. Hein? C'est toi le boss. Ah, que j'aime ça, hein? Le pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis Michael Fortier, dans la presse, parle justement de lui. Tu sais, il n'y a aucune entreprise qui a deux têtes dirigeantes. Il n'y en a rien qu'une. Gabriel, en ce moment, Québec solidaire, là, il y en a des fois des coprésidents, là, mais c'est quand il y a des merges de compagnies qu'on garde les deux personnes là, pour le temps. Puis à un moment donné, il y en a un qui avale l'autre tout rond, puis ça ne se voit pas. On a besoin d'une direction. Le pragmatisme que demandait Gabriel Nadeau-Dubois, s'il y avait des couilles, il aurait dit, regardez bien, là, ça ne marche pas cette affaire-là de co-porte-parole, puis ça va être moi, puis on va voter pour ça, sinon je m'en vais. Mais il ne sait pas quoi faire d'autre dans la vie, fait qu'il avale. Hein? Donc là, il veut Christine Labrie depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est une bonne soldate en arrière, qui est assise en arrière, qui fait signe mouillé, là, tu sais. Une vraie... elle est comme ça derrière lui, là. Ah beau. Ceux qui ne voient pas, j'ai un bobo LED, là. T'sais. Ruba Gazal, elle va être devant. Elle va mettre son coude devant. Tu sais, comme on fait dans les avions quand on s'assoit, là. Tu sais, tu mets ta place, là, tu prends ta place tout de suite. Elle va faire la même chose. C'est pas une fille qui s'en laisse imposer, et j'adore ça. J'adore ça. Ça passera pas avec Gabriel Nadeau-Dubois. Il ne veut pas parce qu'elle est une tête forte. C'est un peu heureux. C'est un peu heureux, Gabriel Nadeau-Dubois. Il a toujours été derrière quelqu'un d'autre. Là, il pensait avoir le devant. Et là, Ruba, puis tu ne peux pas chialer contre une femme en tant que Québec solidaire. Tu ne peux pas rien faire. Donc, j'espère que c'est elle qui va rentrer et non pas Christine Labrie. Parce que Christine n'est pas une co-porte-parole. Elle est une femme derrière. Elle peut être une femme de forte dans la vraie vie, mais elle ne veut pas piler ses pieds de... Mais quand tu es égaux, tu es égaux. Si vous voulez savoir, là, l'égalité entre partenaires, là, invitez Georges Caram et moi dans la même conférence. Vous allez voir, c'est quoi être égaux et de le faire dans le respect. Sans se piler ses pieds, mais de le faire. Vous allez comprendre pourquoi on a eu du succès ensemble, pourquoi il y a du succès tout seul, puis pourquoi j'ai eu du succès tout seul aussi. Vous allez comprendre tout, comment ça fonctionne un vrai partenariat, puis l'égalité. L'égalité. Il y en avait rien qu'un CEO dans l'entreprise, c'était Georges. Je n'avais pas moins de pouvoir. J'étais en charge des opérations, pas en charge de la technologie. Je n'avais pas moins de pouvoir. Quand on venait le temps de prendre une décision entrepreneuriale, d'affaires, on s'assoyait, on prenait la décision ensemble. Il n'y avait pas un qui était plus fort que l'autre, là. C'était ensemble, ça pouvait durer longtemps, mais on trouvait une solution. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais devant les yeux du monde, il y avait un seul pas. S'il fallait qu'il tranche devant tout le monde par rapport à une décision, bien, c'était lui le CEO, puis je devais accepter ça. Ça ne veut pas dire que je l'acceptais par la suite, mais devant les gens, j'étais obligé de dire, c'est ça la décision. J'allais y parler avant,
Et après, mais c'est ça. Devant les yeux des gens, il y avait un seul boss. Même si tout le monde savait qu'on était deux, il n'y en avait rien qu'un au point de vue de l'externe. Je parle de ça ici, la vitesse moyenne à New York, juste pour donner des idées à Valérie Plante, hein, avec toutes ses cônes. Elle va dire, je veux juste donner, tu sais, des fois, il ne faut pas être méchant, il faut lui donner du gaz pour qu'elle justifie de mettre des pistes cyclables partout. La vitesse moyenne sur l'île de Manhattan, 7 km/h. Il y a du trafic partout à New York. Tellement de trafic que la vitesse moyenne est de 7 km/h. Il y a Olivier Primo qui disait que la ville était laide, ça prenait du temps. Bien, c'est ça, c'est Valérie, on circule quand même. On pogne encore des tickets à 40 km/h dans la ville. Donc, juste dire à Valérie qu'il y a encore du chemin à faire pour nous rendre à 7 km. Vous voyez, des fois, je peux être constructif. Hein? Ceux qui pensent que je suis tout le temps négatif avec elle. Ben voilà. Hey, je vous amène où? Je vous amène quand? On va recommencer à le regarder moi-même. Ben, je vous amène ici, le 14 juin 1935. La famille Bronfman, hein, qui a déjà eu les expos, le fils qui voulait ramener les expos d'ailleurs, son père, je pense, c'est Ed Bronfman, le fils, j'oublie son nom, pas grave. Mais regardez, les frères Bronfman ont quitté plein de contrebande de 5 millions. Pourquoi? Ben, on le sait tous hein, qu'ils faisaient de la contrebande dans les années, dans le temps de l'empêchement. Comment on dit ça, l'empêchement de la boisson? Enregistrer à 4 heures du matin, là, ça fatigue un peu. Empêchement, ou je commence à faire de l'Alzheimer. Empêchement de l'alcool. Prohibition. La prohibition. Donc, les frères Bronfman ont été acquittés. Hein? Une plainte de contrebande de 5 millions renvoyée quand même en 1935. Ils étaient 4 frères, Sam, Alan, Harry et Abraham Bronfman, et 4 de leurs co-accusés. Hein? Donc, ils ont fait de la contrebande, mais ils ont été acquittés. Et c'est devenu une famille milliardaire maintenant. Donc, ça commence toujours quelque part. Hein? Ça commence pas toujours selon les règles de l'art. Hein, tout ça, là. Eh bien, deux choses avec Tesla. Tesla, Elon Musk a eu son package de salaire qu'il demandait. Donc, le fonds norvégien était contre. Les autres ont voté pour. Donc, il va avoir son 56 milliards de salaire. Pas millions, là. Milliards. Demandez, vous recevez. Mais je vous amène, on va regarder l'action de... Bon, accrocher le piton. On va regarder l'action de Tesla. Tesla. Ah ben, regardez, pendant que je suis là, on va regarder GameStop. GameStop, qui Roaring Kitty, aurait commencé à vendre ses positions, parce que ça arrive le 21 juin, certaines de ses positions à terme. Mais là, il aurait commencé à en vendre, donc l'action est descendue à 26. C'est à 21, je pense, son prix d'achat. Donc, il ne sera pas milliardaire encore, mais ça a l'air qu'il a commencé à en vendre un peu. L'action monte un petit peu, il y a beaucoup de spéculation. Mais allons voir Tesla maintenant. Tesla, je vous en parle parce que Cathie Wood, avec son ARK Investment, prédit que l'action de Tesla va être de 2600 $ d'ici 5 ans. Pas à cause des autos. Hein? Ils sont en train de se transformer. Bien, ils ont toujours été une compagnie tech, hein? Une compagnie de data. Et là, maintenant, avec les robots taxis, qui n'est pas encore déterminé, je viens de vous montrer des autobus, mais on s'en va vers là, l'auto autonome. Et c'est ça qu'il faut regarder comme futur. Elle prévoit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver, là. C'est quand même une bonne gestionnaire qui se casse les dents comme n'importe qui une fois de temps en temps. Donc, l'action pogne un bon 8 %. Après, elles vont monter de 4 % mercredi. Donc, une belle progression. Et bon, il vient d'avoir aussi, il va avoir sa paye de 56 milliards. Donc, Tesla n'est jamais mort. Hein. Cette action-là, elle descend, elle monte. Regardez quand même, elle valait 255 au début janvier. Elle en vaut 190. Donc, vous voyez, elle a du chemin à faire pour remonter là, avant de se rendre à 2600. Mais elle pense que, étant donné qu'ils vont être un précurseur dans les robots taxis, c'est ce qu'elle pense. Donc, elle le voit. Elle dit, si ça ne marche pas,
autant que je pense, l'action va valoir 350. Donc, sa marge d'erreur est assez élevée, entre 350 et 2600. Donc voilà. Hein. Dollarama qui vient d'acheter Dollarcity au Mexique, qui est dans plusieurs pays. C'est l'Amérique du Nord, le Mexique, hein, ou des Caraïbes. Voyez, quand on achète une compagnie, il y a l'effet inverse. La compagnie qu'on achète, je n'ai pas vu l'action de Dollarcity, je ne sais pas si elle est à la bourse, mais il y a toujours la compagnie achetante qui, elle, descend. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dollarama. Eux autres, alors qu'ils achètent pour prendre de l'expansion, l'action débarque. Hein, à part de 126 à 120. Donc, une petite débarque avec mais bon, regardez sur un an. C'est pas une petite débarque. Il y a un an, l'action valait 85. Elle en vaut 100, elle est montée à 130, elle en vaut 120. Donc, c'est une petite débarque. C'est souvent le cas lorsqu'une compagnie va acheter, hein, parce qu'il y a souvent payé une premium, ça insécurise les actionnaires. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va-tu vraiment marcher? Il détenait quand même déjà un bon pourcentage de la compagnie. Ils deviennent majoritaires à 60% et plus. Donc voilà. Je continue pendant que je suis ici à regarder certaines actions de compagnie. Oracle est une compagnie pépère dans la base de données. Ça a toujours été assez, je dirais mort, mais tranquille. Mais regardez Oracle sur une longue période regardez, hein, une compagnie en 1999, Oracle sort. C'est un petit peu avant, mais Oracle est pépère. Arrive le bug de l'an 2000, arrive la bulle Internet, Oracle explose, part de 3 piastres à 50 piastres. On est à l'an 2000, à son pic à 50 piastres, descend en dedans de 2 ans à 14 piastres. Et là, c'est le long chemin vers le retour à son pic. Hein. Le long chemin, ça se passe en 2019. Ça a pris 19 ans avant que ça revienne à son prix gonflé dans le temps. Parce que c'est ça une bulle. Hein? La bulle a pété. Et Larry Ellison, quand même, qui est un des plus riches au monde, je ne sais pas quel est son rang, mais il est très, très riche. Et regardez maintenant, comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré l'intelligence artificielle. Et Oracle, maintenant, explose. Ils n'ont pas eu des bons résultats financiers. Ils étaient dans le rouge, mais c'est le futur. Les gens achètent le futur et Oracle est bien positionné pour bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, une autre compagnie qu'on pensait tranquille, mais même tranquille, Oracle, sur un an. J'ai-tu un an ici? Attendez un peu, on va refaire ça comme il faut. Sur un an. Sur un an, il a fait presque du surplace. Non, pas vrai. De 110 à 170 et à 140, c'est pas du surplace. Donc, non. C'est pas du surplace pantoute. De 110 à 140, c'est 30 piastres, c'est très bien. Mais on peut voir hein, des compagnies qui sont stables, qui investissent dans l'intelligence artificielle. Elle est là pour rester. On est dans une bulle, l'intelligence artificielle. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas penser que ça va rester. Mais les compagnies qui réussissent à faire le virage, en bénéficient au point de vue rentabilité. Puis rentabilité veut dire aussi une augmentation de l'action. J'en ai pas d'Oracle, pas à ma connaissance. Même pas dans les fonds que je détiens. Temps supplémentaire obligatoire chez Airbus à Mirabel. Ils viennent de sortir de la grève, ça avait passé très proche, ils voulaient presque les mettre en lock-out, ça a passé. Pour qu'Airbus devienne rentable, ils doivent augmenter leur productivité avec le même nombre d'employés. Donc, ils doivent doubler le nombre d'avions qu'ils sortent à Mirabel avec à peu près le même nombre d'employés. Le syndicat dit non. Donc, les gens peuvent faire... Airbus demande du temps supplémentaire obligatoire les fins de semaine. Donc, ces gens-là vont être payés à peu près 100$ de l'heure. N'importe quel employé qui a besoin d'argent, sachant l'inflation, sachant que tu peux te payer un bateau, que tu vas peut-être juste utiliser au mois de septembre, là, mais payer ton hypothèque de la maison, être capable de renouveler ces gens-là, pas les employés, mais le syndicat dit non. Pourquoi le syndicat dit non? Parce qu'eux autres veulent avoir un employé qui est là, c'est certaines cotisations syndicales. Un nouvel employé, c'est pas mal, une nouvelle cotisation syndicale. Vous voyez pourquoi je déteste les syndicats? Les employés, là, s'ils veulent le bien de leur entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Donc, il faut qu'ils doublent la cadence. Il faut qu'ils augmentent leur productivité dans tout. Puis, entre-temps, il faut qu'ils sortent des avions. Ce qui est une maudite bonne nouvelle. Le syndicat dit non. Non,
Non, non, on est fâché encore de ce qui vient de se passer. Ta gueule, tu viens d'avoir ton argent, et là, tu peux faire beaucoup d'argent à tes employés, mais ça ne fait pas l'affaire du syndicat, pas des syndiqués. C'est ça qui est nuisible à une entreprise, ce genre d'attitude négative-là, tout le temps, 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 tout le temps. Ben, en attendant, si vous voyez quelqu'un qui travaille chez Airbus la fin de semaine, dites-vous qu'il fait de l'argent à tabarnouche. Mangez-vous de la gomme? Ça, c'est un des produits qui a eu le plus arraché pendant la pandémie parce qu'on avait des masques, donc on ne voulait pas sentir. On sentait bien qu'on avait une mauvaise haleine, mais bon, mâcher de la gomme avec un masque, c'était pas trop évident. On a moins acheté. Le pic des ventes de gomme était en 2011, avec un marché de 25 milliards par année de gomme vendue à travers le monde. On est descendu en 2019 à 15 milliards. Là, on est remonté à 18 milliards. On n'est plus dans le pic. On est loin. C'est un marché qui a pris 7 milliards de débarques. C'est énorme. Énorme. Puis là, les compagnies essayent de relancer ça avec des pubs, avec des moyens. Mais regardez le problème depuis 2019. Le marché diminue de 27 %. Les compagnies veulent avoir la même rentabilité. Ils en vendent moins, mais ils veulent avoir le même profit à la fin. Pas juste la rentabilité, le même montant d'argent à la fin. Ils ont augmenté les prix de 50 %. Et là, le juste prix est dépassé. Le prix qu'on est prêt à payer pour un paquet de gomme ne fait plus de sens. Et c'est ça, quand je vous parle de la notion de juste prix, bien, voyez, une industrie au complet a monté ses prix de 50 % alors que les ventes sont en baisse de 27 %. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Baisser les prix. Garder les prix intacts? Non, ils ont doublé les prix alors que le marché tombait de 25 %. Bien, voilà. Hein? Donc, c'est un 7 milliards de différence. Au lieu d'avoir un marché en croissance, là, ils sont pris avec un marché en décroissance qui va probablement jamais revenir à ce que c'était avant. Et pourquoi? Bien, le greedy. Hein? Le penser que tout est élastique, puis un paquet de gomme à 3 piastres, ça commence à être du luxe. Beaucoup, beaucoup de luxe. Donc, on n'en achète plus. Et voilà ce qui se passe. Quand je vous parle de la notion de juste prix, d'avoir le bon prix, moi, dès que j'ai du volume, je baisse mes prix. Dès que je peux, je baisse mes prix. Ce que je veux, c'est une grande entreprise, pas une petite entreprise. Et pour ça, je me dois d'être transparent et d'être compétitif. Et je comprends la notion de juste prix, qu'il y a une limite à un moment donné à ce qu'on peut faire avec les gens. Hey, et je vous ai parlé hier du mangeur de hot dog. J'avais dit 34 hot dogs qui mangeaient à 70 minutes. J'étais complètement des patates. C'est 76 hot dogs qui enfilent en 10 minutes. 76 hot dogs. Voyons donc, tabarnak. Hein? Puis c'est pas un gars qui pèse 400 livres. Là. Mais il était banni des concours parce qu'il est devenu porte-parole de Impossible Food, de la viande vegan. Mais Netflix a sauté là-dessus. Donc, on va pouvoir écouter un concours de mangeur de hot dogs sur Netflix éventuellement cet été. Ah, il y a un nouveau trend, mesdames, qui va se marier. Hein? Le matin, tes cheveux longs, tu le dis pas à ton marié, tu te fais couper les cheveux juste avant le mariage. D'un coup, lui, il n'est pas content. Hein? Pas marier ça, moi. Non, 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 je ne te marierai pas. Hein? Quand même, hein? C'est spécial. La journée du mariage, c'est un nouveau trend là, qui roule sur TikTok. Hein? Juste vous le dire que si vous ne le faites pas puis vous vous mariez, bien, vous êtes out of trend. Juste que vous le sachiez. Hey, le cube Rubik, avez-vous déjà joué avec ça? Moi, j'ai joué à tabarnouche quand j'étais jeune, à 50 ans. Et le plus vite que j'étais capable de le faire, moi, c'est 29 secondes. Je suis loin des records du monde de 3 secondes, là. Mais 29 secondes, je roulais en tabarnouche. On était 2 amis qui faisaient ça. 2 nerds. On programmait et on écoutait Marité, 96.9 à C'est quoi? Et on faisait le cube Rubik. Lui avait fait 27 secondes, j'ai fait 29 secondes. J'ai jamais réussi à le battre. Et je vous montre en terminant le logo de la NBA. Le logo de la NBA, le monsieur qui est représenté, je me suis toujours demandé c'était qui le gars sur le logo de la NBA. Bien, il s'appelle Jerry West, qui est décédé à 86 ans. C'est un joueur des Lakers. On est trop vieux, trop jeune pour s'en souvenir. Mais donc, c'est lui qui est dessus. Il était tellement bon, tellement populaire, tellement big. Il était intronisé 3 fois au Temple de la Renommée. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais voilà, c'est lui qui est sur le logo de la NBA. Quand même, hein? Ben, il est décédé. Et je peux dire ceci maintenant.
Merci d'être là tous les jours, ou presque. Hein? Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez un excellent vendredi. Ou audredi, vous choisissez.